je voudrais vous dire que ce que je vais vous dire en quelques mots à la fin de cette matinée ne va rien vous apprendre. Mais c'était plutôt pour finalement mettre dans le contexte de votre journée la position du ministère de la Santé et les actions dans lesquelles aujourd'hui nous sommes engagés. Je voudrais remercier aussi les personnes qui m'ont spécifiquement invité. Et j'ai une petite émotion toute particulière pour Alain Smag, qui est au premier rang de cet amphithéâtre, puisqu'il a été le médecin qui m'a tout appris, en fait. Voilà. Donc je voudrais vous dire que dans cette médecine moderne, on garde des enjeux qui sont parfois contradictoires, et finalement, à vous entendre, même en arrivant en fin de matinée, on ressent ces contradictions. Puisqu'on souhaite avoir, et c'est le sujet, une médecine qui soit humaine, voire humaniste, tout en respectant, on va dire, les contraintes budgétaires qui sont les nôtres aujourd'hui. On souhaite finalement corriger les inégalités de santé, les inégalités d'accès aux soins en particulier, on pourrait dire aussi les inégalités d'accès à la prévention. Et c'est un sujet sur lequel la loi de santé s'est beaucoup penchée, en n'étant pas du tout certaine, cette loi de santé, si on l'incarne, que les dispositions qui permettent de résoudre ces inégalités de santé soient très faciles à trouver. On a une obligation de respect de la dignité, et on est là plutôt dans des lois qui sont déjà anciennes, et en particulier la loi relative aux droits des malades, qui est déjà de 2002. On souhaite prendre en charge toutes les souffrances, l'exil, la migration, la solitude, le mal-logement. Vous savez que la Direction générale de la santé s'occupe de l'insalubrité. C'est partie des myriades de sujets que la Direction générale de la santé a en charge. Et c'est vrai que le mal-logement est responsable de vicissitudes majeures en termes de bien-être, mais même en termes de santé tout court. Vous savez que le saturnisme était résulté de peintures qui s'écaillaient et que les enfants grattaient avec leurs ongles, puis se suçaient les doigts et finissaient dans les services de réanimation. Et puis, on souhaite aussi valoriser notre technologie. Et la technologie, aujourd'hui, nous apprend de plus en plus à considérer l'individualité au travers de ce qu'on appelle, de manière assez préoccupante, d'une certaine manière, la médecine de précision, qui en fait a remplacé la médecine personnalisée. Je trouvais que l'expression était plutôt pas mal. Aujourd'hui, on parle de médecine de précision, un peu inquiétant. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on déterminera, et ceci aura des conséquences éthiques assez lourdes, mais on déterminera en fonction de votre profil génétique les meilleurs médicaments pour vous, ça c'est pas mal, mais ça pourra vouloir dire qu'on n'a pas de médicaments pour vous. Et alors, cette identification de précision pourra sans doute poser un certain nombre de difficultés. Et puis il nous faut valoriser, et ça c'est très compliqué par ces temps de contraintes budgétaires, le temps passé. Et on peut faire référence là à un récent papier de Joël Ménard, qui est un de mes prédécesseurs, et qui, après avoir été un organisateur de la santé, a vécu dans sa chair ce qu'est la difficulté d'être soigné et l'appréciation qu'on peut faire de ceux qui vous donnent le soin et de ceux qui s'occupent de vous. Et ces valeurs tellement importantes dans ce moment-là ne font que s'accroître au fur et à mesure que vous êtes plus près de votre fin de vie. Alors bien sûr, et ça sera le thème de votre après-midi, on est dans un monde, et je l'ai dit, de contraintes budgétaires notamment, mais pas seulement. Et donc, on ne peut que finalement souhaiter la performance du système de santé. Et pour cela, on ne peut pas parler simplement que du rapport entre le coût et l'efficacité. Ce serait quelque chose d'assez catastrophique. Et il nous faut prendre en compte, finalement, la confiance qui est à l'origine de la performance. Cette question de la confiance, elle est tout à fait indispensable. Je vais vous donner un exemple concret, qui est celui de l'engagement pour le don du sang, qui est un sujet qui est discuté en ce moment. Vous savez que le projet de loi de modernisation de notre système de santé
à envisager que nul ne pourrait être exclu du don du sang du fait de son orientation sexuelle. Ça veut dire que l'ajournement définitif actuellement qui est porté pour quelqu'un qui se déclare comme étant un homme ayant des relations sexuelles avec un homme, cet ajournement définitif deviendra vraisemblablement temporaire, mais ceci est un travail en cours de réalisation. Pourquoi est-ce que c'est compliqué? Tout simplement parce que ce profil-là, cette orientation-là, c'est-à-dire ce qui est discuté par la loi, en épidémiologie est associé à un risque 200 fois supérieur de transmission du virus de l'immunodéficience. Et donc, c'est un portage dont on connaît le poids en sécurité sanitaire. Et donc, ce qui nous est objecté de la part de ceux qui défendent les receveurs, c'est que la principale personne inquiétée par le sang, c'est le receveur. Et donc, je parlais de confiance. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'un ajournement définitif est susceptible d'être contourné. C'est-à-dire que vous allez au don du sang et vous ne dites pas réellement qui vous êtes. Ça peut même être un acte militant, d'une certaine manière, de dire au fond, cette loi est ridicule et je la conteste. Et donc, je me donne au don du sang. Et donc, renforcer la sécurité sanitaire, c'est bien clairement de renforcer finalement la confiance qui peut être celle du donneur ou celle de l'équipe qui va recueillir le sang au moment où le donneur se présente. Et ce qu'on sait aussi, c'est que si on donne des mesures qui sont moins absurdes, alors la compliance, c'est-à-dire le respect de ce qui est demandé, est plus grand. Et donc on rentre dans cette logique de confiance qui est tout à fait indispensable de part et d'autre, le donneur et le receveur. Et donc il ne peut pas y avoir de performance, et vous voyez bien ici le sens de cette performance, sans que cette confiance soit au cœur du dispositif, et donc sans qu'il y ait une adhésion complète de ceux qui sont engagés par rapport à ce type de processus assez sophistiqué, il faut bien le reconnaître. Et en réalité, quand on fait cette concertation autour de ce problème important du don du sang, qui mettez-vous autour de la table? Vous mettez des associations qui représentent finalement les grandes préoccupations des usagers, donc des humains, qui finalement utilisent ce système de santé. Et donc la force de cette concertation avec ceux-mêmes qui sont préoccupés, c'est que premièrement, vous allez vous retrouver avec des gens qui naturellement sont opposés, c'est-à-dire que si vous les voyez en bilatéral, ils vont vous expliquer à quel point c'est stupide d'exclure ceux qui sont éventuellement à risque, ou ils vont vous expliquer à quel point c'est dangereux de vouloir ne plus les exclure. Mais si vous les mettez ensemble autour d'une table, alors ils peuvent se parler, ils peuvent commencer à rentrer dans une logique de compréhension réciproque, et peut-être même vous pouvez les engager à réaliser ensemble un contrat qui serait de dire on peut commencer par une première étape pour que votre compliance augmente, et sur le fait même de l'observation de ce qui sera réalisé, la preuve des faits aussi, dont on ne peut pas imaginer qu'on s'en débarrasse tout à fait, c'est-à-dire que le nombre de personnes identifiées comme n'ayant pas dit la vérité au moment du don puisse finalement diminuer au point qu'on puisse encore diminuer la période d'ajournement, puisque certains pays, mais ils ont des épidémiologies différentes, c'est là aussi la foi des faits, certains pays sont déjà passés à des périodes d'ajournement de 4 mois. Voilà un exemple qui me paraît tout à fait indispensable quand on veut parler de performance et le lien qu'il y a avec l'humain et l'importance qu'il peut y avoir d'une compréhension réciproque de ce qui est engagé. Alors, il y a des dispositifs qui nous aident pour finalement favoriser ces actions de compréhension. Ce sont les dispositifs d'aller vers les populations démunies. Vous savez que ces actions sont soutenues au niveau de la Direction générale de la santé. Et l'idée, c'est de faciliter l'aller vers l'accès aux soins. Et on peut imaginer, et je reparle là bien de performance, on peut imaginer qu'effectivement, le fait de favoriser l'accès aux soins diminue les coûts, puisqu'en réalité, ces personnes ont toutes les raisons d'y aller tardivement, en raison des difficultés matérielles qui peuvent être les leurs, de leur isolement, et donc lorsqu'ils sont pris en charge immanquablement. Je l'évoquais pour le saturnisme tout à l'heure, à un moment, beaucoup de choses peuvent se terminer en réanimation, et ce sont des coûts extrêmement élevés.
Je prends un exemple à dessein caricatural, mais vous savez que c'était ma spécialité avant d'arriver à la Direction générale de la santé. Mais en tout état de cause, on sait que le poids du cancer, par exemple, plus il est traité tardivement, plus il est lourd pour la collectivité. Donc l'aller vers, le fait de favoriser l'accès aux soins est évidemment tout à fait indispensable. Alors, je disais que ces quelques mots que je voulais vous présenter aujourd'hui étaient aussi pour vous indiquer finalement ce que le ministère engage. L'exemple du don du sang est une forme finalement de présentation de ces exemples, mais plus fondamentalement, la stratégie nationale de santé se préoccupe de ces inégalités qui amènent les Français à ne pas pouvoir bénéficier des mêmes propositions de prévention ou des mêmes propositions de soins. Et donc, un certain nombre de dispositions ont été mises en place. On ne peut parler que du tiers payant, puisque c'est extrêmement à la mode, j'allais dire, ou en tout cas, ça a fait l'objet de beaucoup de discussions médiatiques. Le tiers payant rentre dans cette logique de faciliter l'accès aux soins. Et quand l'objection est faite de dire eh bien, nous allons aggraver les comptes de la sécurité sociale avec une mesure comme le tiers payant, on pourrait dire, de la même manière que je viens de le présenter précédemment, que sans doute, mais ceci méritera d'être évalué, que l'accès plus précoce aux soins permettra d'avoir un système qui soit plus performant. D'autres grandes avancées sont prévues. L'ouverture du droit à l'oubli pour ceux qui ont eu des maladies extrêmement sévères et donc qui auront la possibilité, notamment quand ils ont contracté ces maladies comme le cancer dans l'enfance ou à un âge très jeune, de pouvoir bénéficier, comme d'autres, des conditions matérielles d'accès, par exemple, à la propriété. La création de l'action de groupe, qui permettra des recours collectifs pour éviter la somme des recours individuels dans les cadres de contentieux devant les tribunaux. La garantie, donc, je l'ai dit, de ne plus être exclu du don du sang, mais je ne reviens pas sur cette présentation que j'ai faite assez longuement. Alors, des mesures importantes aussi pour ce qu'on peut appeler plus globalement la démocratie en santé. La loi de financement de la sécurité sociale en 2015 avait permis la création de l'Institut pour la démocratie en santé et permettre le financement d'actions conduites par des associations, dont vous savez toute l'importance que la DGS y attache. Et j'ai là aussi pris l'exemple du don du sang pour vous montrer comment nous travaillons ensemble. Et donc il y aura, puisque Mme Touraine l'a signé le 19 mai 2015 au Salon Santé Autonomie de la Porte de Versailles, il y aura donc une convention qui portera création de cet Institut pour la démocratie en santé. Cette convention signée entre la FHF et le collectif interassociatif pour la santé, qui regroupe, comme vous le savez, de nombreuses associations. Enfin, et puisque vous avez cet après-midi le sujet de l'humain soignant facteur de performance, tout le monde est concerné par ce langage managérial. La 5e édition d'Université d'été de la performance en santé, dont le thème principal est en quoi les usagers et les citoyens peuvent-ils contribuer à la performance du système de santé, donc l'humain au cœur de cette notion de performance. Voilà, pour conclure, en espérant n'avoir pas été trop long, vous dire que ce thème de soigner l'humain doit retrouver sa place, si d'aventure il l'avait perdu, au cœur de la pratique médicale, le savoir, la clinique, le bon sens, l'écoute, la mise en confiance, le discernement, l'expérience, toutes ces choses qu'Alain m'a apprises quand j'étais tout jeune. Il est pour autant pas si vieux que ça, mais il est un petit peu plus vieux que moi, mais on ne voit plus la différence aujourd'hui. Dans une médecine du lien, complémentaire des avancées de la technologie, facteur de performance tant humaine qu'économique. L'humain usagé, et même le plus vulnérable, doit être reconnu et associé pleinement à la démarche participative qui fonde la démocratie en santé. On ne dit plus la démocratie sanitaire, de ce que j'ai pu comprendre, parce que ça fait un peu sécurité sanitaire, mais on parle de démocratie en santé. Et je suis très attaché à la démocratie en santé, et je me souviens un jour dans une réunion de CRSA, donc de Conférence régionale de santé et d'autonomie, une discussion qu'on avait eue sur l'objet du programme régional de santé, et où, discutant avec le directeur de l'ARS en question, on lui avait dit qu'on s'étonnait de ne pas voir un certain nombre d'éléments pris en compte dans ce programme, et que ça ne répondait pas, selon nous, à l'époque j'étais président de la CME du CHU de Lille, ça ne répondait pas, selon nous, aux objectifs de la démocratie sanitaire,
Et donc il m'avait dit que la démocratie sanitaire n'était pas la démocratie. Et donc je me suis longtemps interrogé sur cette réponse. Voilà, je finirai enfin pour vous dire que l'OMS, dont je viens d'intégrer le conseil exécutif pour la France, pour un mandat de 3 ans, réaffirme que la promotion de l'équité en santé est essentielle au développement durable, à une meilleure qualité de vie et au bien-être de tous, facteurs qui contribuent à la paix et à la sécurité. Je ne vous dirai pas que la paix soit avec vous, mais je le pense bien volontiers, en tout cas pour l'après-midi que vous allez vivre ensemble. Merci beaucoup.